Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Face à l'urgence de se préoccuper de notre planète, deux grands photographes lancent un cri d'alarme. Yann Arthus Bertrand et Mathieu Ricard appellent à se mobiliser pour protéger l'environnement. C'est à travers leur objectif qu'ils sensibilisent et c'est ainsi que les images du moine bouddhiste Mathieu Ricard provoquent l'émerveillement. Un choc de beauté qui pousse à s'engager. Et pour que le plus grand nombre puisse admirer ces photos, Yann Arthus Bertrand a invité Mathieu Ricard à les exposer en pleine nature à la Fondation Good Planet. Un événement que Sagesse bouddhiste vous propose de suivre dès à présent avec le documentaire de Nina Barbier, dont voici la première partie. À Paris, dans le bois de Boulogne, le domaine de Longchamp a trouvé une seconde vie. Installée dans le château du domaine, la fondation Good Planet, créée par le photographe Yann Arthus Bertrand, est un lieu dédié à la nature et à l'environnement. Yann Arthus Bertrand et Mathieu Ricard ont de nombreux points communs. Amis depuis 20 ans, photographes, amoureux de la nature, ils se mobilisent tous les deux pour la préservation de l'environnement. Ainsi, c'est tout naturellement que Yann Arthus Bertrand a invité Mathieu Ricard pour exposer les photos issues de son livre intitulé « Émerveillement ». En passant, c'est mon 11 mm. Un bel objectif. Non, mais aujourd'hui, avec les appareils numériques, tu arrives à faire des photos incroyables. Et puis 11 Moine dans la tradition tibétaine, président de la fondation Karuna Sechen au Népal, Mathieu Ricard est depuis de nombreuses années engagé dans la préservation de l'environnement. Il dit c'est le lac où l'esprit est tombé parce qu'il y avait une princesse qui devait se marier à quelque chose de l'autre côté de la montagne là. Et puis quand elle est arrivée là, elle dit je bouge plus. S'il vient, il veut venir à moi, mais moi j'y vais pas. Donc ça s'appelle Yilong Latso, c'est le lac où l'esprit de la princesse est tombé. J'ai commencé mon humble carrière de photographe à l'adolescence. Ça a toujours été pour moi une attraction de photographier la nature. Donc au fil des voyages, j'ai photographié la nature sauvage, mais je ne savais pas trop quoi faire de ces photos. J'ai écrit un livre sur la Patagonie, un sur l'Islande. Et je me souviens donc avoir eu l'occasion de faire un extraordinaire voyage en Islande. J'en ai fait 2, mais le deuxième de 12 jours. Et un matin, donc sur les hauts plateaux de l'Islande, on s'est réveillé dans un refuge, seul. Et je sors et je vois cette neige sur une immense plaine de lave noire. Et je me dis, mais pourquoi suis-je là? Et je me suis dit, c'est l'émerveillement. Et cet émerveillement qui m'a aussi amené, depuis que je suis adolescent, à vouloir visiter la Patagonie, le Grand Nord canadien. Et donc, l'an dernier, j'ai pu réaliser en partie tous ces rêves de jeunesse. Je voyais bien que ça bougeait. Puis quand tu fais la pause, tu vois brusquement la forme. Et en plus, t'es un bon technicien. C'est dingue. Avec le métier, c'est le seul métier que je sais faire, mine de rien. Alors, l'émerveillement, c'est ce qu'on ressent devant quelque chose qui vous élève. Alors, ça peut être le sourire d'un maître spirituel, bien sûr. L'émerveillement par excellence, le sourire du Bouddha. Mais c'est aussi donc devant un paysage grandiose, ou même devant ce qui se passe, le microcosme très riche, une petite mouche, une ligne de fourmis qui se promène. Il y a un moment où le temps se suspend, l'esprit s'ouvre, s'agrandit. Parfois, si c'est un paysage extérieur, se mêle à l'immensité du ciel. Et puis, en même temps que cet agrandissement se produit, l'ego s'amenuise, il s'efface, il se dissout, il n'est plus là. L'émerveillement, donc, nous permet de jouir de la fraîcheur du moment présent. C'est un moment magique, mais aussi on peut pas le fixer, mais on peut cultiver la qualité en relayant l'émerveillement par un émerveillement contemplatif intérieur au sein de la simplicité de notre propre esprit, par exemple. La présence éveillée, c'est une immensité intérieure.
Et tous les petits événements, émotions, pensées, c'est comme des tout petits trucs qui se passent quelque part dans le vaste paysage. On donne un exemple, qu'une poignée de sel dans un verre d'eau, ça rend l'eau imbuvable. Une poignée de sel dans un grand lac, ça ne change rien. Donc si l'esprit est immense, si vous avez effectivement cet espace et cette liberté intérieure, vous disposez des ressources qui vous permettent de gérer les hauts et les bas de l'existence. J'ai longtemps photographié la beauté des maîtres spirituels, donc la beauté intérieure, puis la beauté des enfants, des vieillards, etc. J'ai fait des portraits, des sourires. Donc cette fois-ci, c'est vraiment dédié à la nature sauvage. Et voilà, ça correspond à une affinité depuis que je suis tout jeune. Et je ne suis pas un homme des villes et je me sens bien dans la nature. Moi, j'ai une vision très journaliste, peut-être à l'opposé pas l'opposé, mais enfin en parallèle de Mathieu. J'essaie toujours de comprendre qu'est-ce que je vais dire à travers ces images. Moi, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Et dans ce monde si difficile, si compliqué, lui, il a une formation scientifique, alors peut-être qu'il sait déjà tellement de choses. Je suis obsédé par la beauté, moi, obsédé par d'ouvrir mes fenêtres le matin dans mes maisons. C'est pas l'émerveillement, ça? Non, mais non, je suis obsédé par ça, je suis obsédé par vivre dans un bel endroit. Mais ça ne me suffit pas. En ce qui concerne la question de l'environnement, qui est le grand défi du XXIe siècle, l'émerveillement mène à l'engagement. On ne peut pas laisser toutes ces merveilles partir comme à la dérive et être complètement dégradées par nos activités insensées et irréfléchies. Et donc, voilà, je pense que l'émerveillement est un facteur, un moteur d'engagement pour la préservation. On devient passionné par la préservation de l'environnement. On a ouvert ce lieu qui est incroyable. C'était une espèce d'idée folle qu'on avait eue d'avoir un endroit où gratuitement on pourrait recevoir les gens pour parler d'environnement, des baleines, des abeilles, parler de musique, recevoir des gens comme Mathieu qui peuvent parler dans cette clairière. Voilà. Et ça marche, donc je suis plus que content. Et puis quelquefois, il y a des rêves comme ça, on dit mais c'est impossible, on va jamais y arriver. On y est arrivé grâce à des mécènes et puis surtout grâce à la ville de Paris qui nous a prêté un château avec 3 hectares dans Paris, ce qui est pas mal. À travers ces photos, il y a toujours le message d'émerveillement, de la beauté, de protection, de ce qui nous entoure. Il y a un message humaniste très fort, je pense, qui transparaît à travers ces photos de paysages. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'à travers ces photos de paysages, on pense à s'améliorer. Voilà, donc c'est ça qui est formidable. C'est une chance de l'exposer. C'est un lac de sel. Oui, entre l'Argentine et... Non, j'ai pas été. C'est Salinas del Grande. C'est la frontière de l'Argentine et la Colombie. C'est un peu après les rochers colorés. La photographie est un moyen idéal pour partager la beauté de ce que j'ai vécu et cet émerveillement. Pour ceux qui vont poser les yeux sur ces images. Donc c'est la joie de partager. Une photographie, c'est vrai, peut vraiment capturer ou offrir ces moments magiques de beauté qui durent quelques instants. Souvent, la lumière ne reste jamais longtemps. L'idée, c'est bien sûr un message engagé et un cri du cœur pour l'environnement, parce qu'en Islande, notamment, le plus grand glacier d'Europe risque d'avoir complètement disparu en 2050. Et récemment, il y a un des glaciers qui a disparu. Et les Islandais sont allés faire une sorte de rituel de deuil, d'enterrement au pied de ce glacier disparu.
l'apocalypse. Donc il faut quand même qu'ils puissent s'asseoir à la même table. Concernés par la disparition de nombreuses espèces animales, Yann Arthus Bertrand et Mathieu Ricard se mobilisent au sein de leurs fondations respectives. Quand tu vois un éléphant, par exemple, aujourd'hui, tu vas en Afrique, tu vois un éléphant, et que le scientifique parle de la disparition inévitable des éléphants, inévitable. Ils étaient 20 millions au début du siècle dernier, ils sont 350 000 aujourd'hui, on en perd 10% tous les ans. Aujourd'hui, je le vois d'une façon différente, je vois quelque chose qui va disparaître, et ça me perce le cœur quelque part. On a perdu 90% des populations d'insectes en 30 ans en Europe. L'ensemble des populations des espèces sauvages a diminué de 30 à 40% en 30 ans, en plus de la disparition des espèces en tant qu'espèces. Donc c'est vrai, tout cela, bon, c'est quand même un deuil incroyable. C'est pas la fin du monde, c'est pas une vision... Que ce soit au travers de son travail photographique, de ses livres, de ses conférences ou de sa fondation au Népal, Mathieu Ricard œuvre pour une prise de conscience collective des menaces qui pèsent sur notre planète. Partout où l'être humain est arrivé, les très grandes espèces ont disparu. Il y avait des paresseux de 15 mètres de haut aux États-Unis. Ça n'a pas duré longtemps. Pourquoi me préoccuperais-je des générations à venir? Qu'est-ce qu'elles ont fait pour moi? Cette phrase, c'est un milliardaire américain. Je trouve absurde de me préoccuper maintenant pour quelque chose qui arrivera dans 100 ans. À croire qu'après lui, il n'y avait rien. C'est ça l'absurdité. On sait que ce sont les énergies fossiles qui sont responsables, on le sait, c'est prouvé. Et chaque année, on dépense de plus en plus d'énergie fossile. Donc on est dans l'incohérence, on est inquiet, et en même temps on fait le contraire de ce qu'on devrait faire. C'est pour ça que des gens comme Mathieu, qui sont capables de rester 6 mois dans un ermitage, à réfléchir, à écrire, ont certainement une vision du monde bien supérieure à nous, parce que nous, on est prisonniers d'un système où tous les jours, on est là à travailler, à avancer. Et lui, il prend du recul, donc on a besoin de lui, on a besoin de ses photos, on a besoin de ce qu'il écrit pour nous faire réfléchir et sans doute d'être un petit peu meilleur. En tant qu'individu, il ne faut surtout pas se décourager. Toutes les grandes causes, que ce soit l'abolition de l'esclavage ou les promulgations des déclarations universelles des droits de l'homme, a commencé par un groupe de personnes déterminées qui avaient une idée claire, qui était juste, dont le moment était venu. Et puis ensuite, cette idée commence à faire tache d'huile, et puis elle atteint une masse critique. Et là, vous avez un changement, un basculement des cultures. L'évolution des cultures, ça marche comme ça. Ça peut prendre 20 ans, 30 ans, mais ça fonctionne comme ça. Donc, surtout pas se sentir découragé. Nous sommes tous ensemble, comme dit Martin Luther King, nous sommes dus dans des esquives différentes. Aujourd'hui, nous sommes tous dans le même bateau. Donc, pas se décourager, voter pour des personnes qui sont décidées à prendre des mesures qu'il faut pour des questions écologiques. C'est la priorité du XXIe siècle, il n'y a pas de doute. Et vous retrouverez la suite de ce film dimanche prochain. Bonjour et merci de nous retrouver ce dimanche. Nous poursuivons ce matin la découverte de l'exposition de photos Émerveillement de Mathieu Ricard qui se tient actuellement dans un site entièrement dévolu à la préservation de l'environnement, la Fondation Good Planet à Paris. Présidée par le photographe Yann Arthus Bertrand, ce lieu accueille gratuitement tous ceux qui ont le souci de la Terre et veulent apprendre comment la protéger. Ainsi, le moine bouddhiste Mathieu Ricard a-t-il été invité en octobre dernier par son ami Yann Arthus Bertrand. Voici la deuxième partie du film de Nina Barbier.
Mathieu Ricard est accueilli par Yann Arthus Bertrand, président de la fondation Good Planet, à l'occasion de l'inauguration de son exposition photo Émerveillement et d'une conférence publique autour des enjeux liés à l'environnement. Merci beaucoup. Je suis très touché de l'invitation de mon ami Yann et de toute l'équipe de Good Planet. J'adore ce que fait Mathieu et surtout derrière le discours de Mathieu, il y a toutes ces qualités humaines que j'essaye, moi, dans ma vie personnelle, d'améliorer chez moi, mais surtout ces valeurs qui seront indispensables dans ce monde de demain qui paraît assez compliqué si on croit les scientifiques. L'élevage industriel est la deuxième cause de réchauffement des gaz à effet de serre. Si on voit de toute la chaîne, depuis la déforestation, 1 milliard de tonnes de soja de l'Amazone, c'est pas pour nourrir les humains, c'est pour nourrir le bétail, pour faire de la viande. Là, nous sommes 7 milliards d'êtres humains qui décidons du sort de milliards et de milliards et de milliards et de milliards de générations à venir, et en comptant les 8 millions d'espèces qui sont nos concitoyens en ce monde. Donc tout ça, on a peine à croire qu'on puisse être égoïste à ce point-là, simplement pour ménager les intérêts immédiats d'une entreprise financière, des énergies fossiles, ou de l'élevage industriel. Si on disait ça, on demande 3 centimes le prix de l'essence, parce que ça donne. Il faut diminuer de 80% de la consommation de viande. Il y a tout le monde qui parle des autoroutes, la FNSEA qui occupe l'Arc de Triomphe. Je suis devenu végétarien, peut-être sous l'impulsion de personnes comme Mathieu. Et c'est vrai que je suis un peu dans l'incohérence. L'élevage industriel est quelque chose qui me dérange énormément. Et ici, on a fait une école de cuisine, on a créé une école de cuisine. Justement, on apprend aux gens à consommer différemment. Parce que l'agriculture est une des principales causes des émissions de gaz à effet de serre. Même si on ne prend pas la voiture, on doit manger tous les jours. On ne peut pas s'arrêter de manger. Donc, manger d'une façon correcte et d'une façon responsable, ça me paraît la chose la plus simple. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une école et qu'on a monté une opération dans les écoles pour que les cantines soient avec une nourriture plus durable, une journée sans viande et moins de viande industrielle. Et la solution est en partie dans l'assiette, bien sûr. Dans mon quotidien, j'essaye de faire au maximum tout ce que je peux faire de bon, de positif pour la planète. Donc, à titre personnel, je suis végétarienne depuis toute petite. Ça, c'est un choix et en grandissant, j'ai vu que c'était aussi bon pour la planète. Donc, je suis très contente de mon choix. J'espère agir pour le bien de la planète à travers mes petites actions à mon échelle. Aujourd'hui, la jeunesse se mobilise. Greta Thunberg et beaucoup d'autres jeunes dans le monde sont inquiets pour le futur. Greta Thunberg, attention, parce qu'il y a 1 an seulement, elle était toute seule assise devant une institution à Stockholm et que maintenant elle parle aux Nations Unies. C'est vrai que quand elle dit au chef d'État, vous trahissez les générations à venir, c'est juste pile poil juste. Et elle dit, il faut écouter les scientifiques, écoutons-les. Pour parler de Greta, moi je suis un fan absolu parce que je pense qu'elle est extrêmement radicale, qu'elle a ce côté espèce d'intelligence, tu vois. Et puis elle n'est pas grise, c'est noir ou blanc. Et elle a complètement raison. Et elle nous fait honte. Moi, elle me fait honte parce que c'est comme une petite gamine de 16 ans qui nous raconte qu'on ne doit pas prendre l'avion alors qu'on le sait tous. Donc elle dit les choses qu'on sait tous. Et elle a réussi quelque chose que peu de gens ont réussi. Quel est le concept qui permettrait aux scientifiques, qu'on n'écoute pas évidemment suffisamment, loin de là, il faut quand même qu'ils puissent s'asseoir à la même table et que ce n'est pas un dialogue de sourds ou de schizophrènes. Donc ça, c'est ça. Le discours de Mathieu Ricard fait écho aux actions de la fondation Good Planet qui, depuis 2009, œuvre à l'éveil des consciences d'un point de vue écologique, humain et solidaire. Toutes les générations sont concernées. Je me suis engagé personnellement, ça fait un peu plus de 10 ans que je m'engage dans les droits humains et dans l'écologie. J'ai même moi-même commencé en tant que bénévole. Pour moi, c'est très important parce qu'on est concerné en tant que génération future par ce qui va nous arriver demain et du devenir de la planète. Après, ce que je trouve très intéressant ici, dans la Fondation Good Planet, c'est la pédagogie inversée. La pédagogie inversée, ça va être l'idée selon laquelle les enfants
sont la porte d'entrée pour sensibiliser les parents et les plus âgés. Et c'est pour ça que la pédagogie inversée adressée à des très jeunes publics, y compris moi-même, est pour moi la plus intéressante. J'essaie d'agir dans mon quotidien, effectivement, sur tout ce qui est déchets, production locale, fruits et légumes bio, surtout travailler avec acheter sur des circuits courts, limiter l'avion, changer ma façon de me déplacer, en parler beaucoup avec mes enfants. Donc la partie éducation, elle me semble primordiale. Et c'est quelque chose qui, après, éduque, je pense, un peu mon regard. Donc maintenant... Un potager en permaculture et des ateliers de cuisine éco-responsables permettent de sensibiliser enfants et adultes à une consommation plus respectueuse de l'environnement. Alors je suis venu aujourd'hui parce que je soutiens tout le travail qui est fait par Good Planet, Yann Arthus Bertrand, son regard sur l'humanité, sur la nature, et il arrive à travers son approche d'artiste, à sensibiliser aussi toutes les générations, gratuitement, c'est ouvert. Et on doit être présent aussi pour ce genre de manifestation, et venir simplement avec son cœur. J'admire Mathieu Ricard artistiquement depuis longtemps. Il photographie d'abord avec son cœur. Pour Mathieu Ricard, la photographie est un moyen d'explorer notre paysage intérieur et de trouver un sentiment d'adéquation avec le monde. Et dans les derniers instants, je vous invite tout simplement à reposer dans la simplicité naturelle de votre esprit, cette fraîcheur du moment présent, sans essayer de bloquer les pensées ni de les encourager. Reposez dans cette simplicité. L'émission de la Fondation, c'est d'essayer d'amener de toutes les façons qu'on peut imaginer l'écologie humaniste au cœur des consciences. Donc un vaste programme, ça veut dire qu'on est ouvert à tous. Donc on va aussi bien faire des écoles bioclimatiques au Maroc, au Népal, on va aussi bien faire la compensation carbone solidaire. Également présente à l'étranger, la Fondation soutient des associations locales et petites entreprises en favorisant l'environnement et en proposant des solutions plus écologiques pour la planète. Alors c'est vrai que penser que l'ensemble de la nature et de l'univers en général est là à la disposition de l'homme, c'est une arrogance à peine imaginable et d'une grande violence, parce que du coup, on estime que tout ça est à notre disposition, ce qui touche au ridicule si l'on sait que la vie existe depuis 3,5 milliards d'années. Si on transforme ça en 24 heures, l'espèce humaine, Homo sapiens sapiens, doublement sage, dit-on, est arrivée dans les 5 dernières secondes. Donc vous vous rendez compte des bouleversements que nous avons apportés en 5 secondes sur les 24 heures de l'histoire de la vie sur Terre. Donc oui, l'espèce humaine va survivre sans doute, elle ne va pas s'éteindre d'un seul coup, c'est pas la fin du monde, mais il y aura des bouleversements au-delà de toute imagination. Ne serait-ce que 4 degrés, on sait que la planète sera méconnaissable par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. On essaye de moins consommer d'eau, de faire du tri, d'être conscient de pas mal de choses, de pas gaspiller la nourriture, des choses comme ça qui sont basiques mais que tout le monde peut faire et qui sont simples et qui, à mon avis, toutes ces petites gouttes d'eau font avancer la planète justement.
L'exposition de Mathieu Ricard, c'est à la fois une invitation au voyage, à l'émerveillement, donc avec la beauté des paysages, comme avec Yann Arthus Bertrand, on est ému, on est sensible aux paysages qu'on voit, qui nous donnent envie aussi de les préserver, de préserver la nature. Et le lien avec la sagesse et la méditation, c'est le pouvoir du moment présent, comprendre la nature qu'il y a autour de nous, celle qui nous fait du bien et celle qu'on a envie de préserver en étant, en prenant cette conscience, si vous voulez, sur le monde qui nous entoure. En fin de compte, c'est mon amour de la nature et de l'environnement, ou ma passion, qui m'a fait devenir photographe. Je suis parti au Kenya faire une thèse sur le comportement des lions, et j'ai eu l'autorisation de le faire en photo. Et donc, c'est vraiment les lions qui m'ont appris la photographie. Et donc, je suis devenu photographe à travers ma passion. Et comme pour gagner ma vie en Kenya, j'étais pilote de montgolfière, j'ai découvert la photographie aérienne. Et un jour, j'ai décidé de faire un grand travail sur la Terre vue du ciel qui a changé ma vie parce que j'ai rencontré tellement de scientifiques, j'ai vu tellement de choses. Et le succès du livre m'a donné les moyens de devenir un activiste, de créer une fondation. Et surtout, ça m'a profondément transformé. C'est pour moi le lien entre l'écologie, la solidarité, la nature, la sagesse et par la méditation qu'on peut comprendre beaucoup de ces enjeux écologiques. Et rappelons que la Fondation Good Planet expose pendant 1 an en plein air les photos de Mathieu Ricard, excepté durant les mois de fermeture d'hiver. Nous vous recommandons d'ailleurs le livre Émerveillement, édition de La Martinière, d'où sont tirées les photos de l'exposition, un ouvrage dédié à la nature sauvage. Et puis Plaidoyer pour les animaux de Mathieu Ricard chez Alary Éditions, une invitation à s'engager pour la cause animale. Enfin, bien sûr, La Terre vue du ciel par Yann Arthus Bertrand, édition de La Martinière, le livre référence depuis 20 ans en matière de photos du monde. Cette émission s'achève. Vous pouvez la revoir en replay sur France TV. Merci de nous avoir suivis et très heureux dimanche à tous.